Je suis Valérie Stigère-Pouvreau, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bretagne occidentale sur le site brestois. Donc, je suis rattachée au LEMAR, qui est donc le laboratoire des sciences de l'environnement marin, qui est situé donc à l'Institut universitaire européen de la mer, qui est la composante mer de l'UBO. Donc la conférence grand public que j'ai fait donc ce soir traite des bienfaits des macroalgues, qui sont des organismes présentant donc diverses applications dans divers secteurs industriels. Donc on peut faire tout, si j'ose dire. Donc à partir des macroalgues, on peut les utiliser par exemple dans l'alimentation humaine en tant que légumes, également dans l'alimentation animale et la santé animale. Donc il y a des sociétés bretonnes qui exploitent les champs de macroalgues pour fabriquer des granules pour alimenter donc les élevages de bovins ou les volailles, par exemple. Également, les algues et les macroalgues sont des sources de phycocolloïdes avec des propriétés considérables dans diverses industries, donc textiles, dans la cosmétologie, dans la pharmacie également. Donc on peut tout faire finalement avec des macroalgues jusqu'à des biocarburants et également donc des biomatériaux. Les macroalgues sont exploitées de façon considérable en Asie, chose qui n'est pas le cas en Europe, où on exploite très peu finalement nos champs de macroalgues. Donc je pense qu'on n'est qu'à l'orée en fait du potentiel en fait de ces organismes marins qui chaque jour en fait nous étonnent par leurs propriétés diverses et variées. Donc merci également à vous d'être aussi nombreux pour venir assister à ce cycle de conférences. Et donc, merci de m'avoir invité également à faire cette conférence grand public. Alors, durant cette petite heure, je vais vous présenter l'histoire en fait des macroalgues et leurs bienfaits, leur application donc dans différents secteurs industriels. Et donc, j'ai puisé en fait les résultats que je vais vous présenter en fait dans ce diaporama. J'ai puisé en fait dans des recherches qui sont menées souvent donc au travers de partenariats qui existent entre le secteur public et le secteur privé. Et donc au travers de ces recherches scientifiques, je vais donc vous montrer donc les bienfaits de ces organismes aux 1000 facettes que sont donc les macroalgues. Mais avant tout, je souhaitais en fait vous les présenter, ces macroalgues. Alors ici, vous avez donc un arbre du vivant qui vous présente en fait la position des macroalgues au sein en fait des organismes eucaryotes. Et donc on va aborder donc ce soir les macroalgues vertes, les macroalgues rouges et les macroalgues brunes qui, vous le voyez, sont dispersées en fait dans cet arbre du vivant et donc les macroalgues représentent donc un groupe très diversifié, donc très polyphylétique, étant donné que les représentants de ces macroalgues appartiennent donc à différentes lignées évolutives. Alors, une autre manière en fait de présenter les algues, c'est un autre type d'arbre, toujours phylogénétique, pour vous montrer donc la diversité des macroalgues. Et on compte actuellement sur le globe environ 10 000 espèces de macroalgues, sachant qu'elles représentent donc un tiers des algues peuplant notre planète. Donc les 2 tiers suivants donc sont des microalgues. Donc, groupe très diversifié et cette diversification donc, est à l'origine de leur valorisation. Et donc, vous avez donc ici des exemples de genres d'algues brunes, d'algues vertes et d'algues rouges qui sont donc valorisées de par le monde et qui sont réunis dans ce papier qui est très intéressant puisqu'il montre la diversité chimique de ces organismes, les macroalgues et les microalgues. Alors, voici donc un paysage breton donc montrant un estran rocheux
et la couverture donc de macroalgues qui colonisent en fait le substrat rocheux en Bretagne. Alors en Bretagne, on a un très grand nombre d'espèces qui se sont donc installées sur des substrats soit rocheux ou soit sableux. Et ces macroalgues donc représentent un pourcentage significatif de la biodiversité bretonne. Alors de par la localisation de la Bretagne, située donc entre deux écorégions, donc la région tempérée froide et la région tempérée chaude, mais également par la diversité des habitats présents donc en Bretagne, ce qui fait des conditions donc idéales pour l'installation donc d'espèces de macroalgues. Et donc je le répète, on a donc dans notre flore algale, macroalgale, 700 espèces environ qui se retrouvent dans nos eaux bretonnes. Alors, comparé aux pays asiatiques, on n'est pas trop habitué donc en France à exploiter les chandales, mais néanmoins, ce n'est pas une activité, c'est une activité courante dans nos eaux. Et la France donc est le premier donc pays récoltant donc d'algues marines en Europe. Et la France donc occupe le 9e rang au niveau mondial. Et 90% de cette production française est située en Bretagne et les 10% restants donc sont situés au Pays Basque. Alors vous avez en moyenne ces tonnages qui sont donc récoltés en Bretagne. Donc on exploite à hauteur de 65 000 tonnes les champs d'algues sauvages, donc récoltés donc par des bateaux ici, équipés de Scooby-Doo. On récolte en moyenne 6 000 tonnes d'algues de rive. Donc vous avez ici un récoltant qui va récolter donc dans la zone de balancement des marées donc ces algues de rive. Et enfin donc en moyenne les algoculteurs donc produisent 50 tonnes. Alors sur cette carte, vous avez donc un peu la localisation de la production en macroalgues françaises, avec les fermes d'algoculture qui sont situées donc sur tout le pourtour de la Bretagne et également donc en Vendée. Vous avez donc en vert les algues de rive qui sont récoltées donc à même l'estran rocheux, donc en vert. Et vous avez donc également en marron les champs de laminaires qui sont donc exploités donc, au large de Port-Spoder, à la Pointe Bretagne et également donc dans le Finistère sud. Alors attention, les chiffres que je vous donne ici donc sont des moyennes. Donc il existe des fluctuations donc selon la demande des industriels. Donc là un exemple de production pour l'année 2011. Vous voyez une production de 71 000 tonnes, donc un peu plus que les chiffres moyens que je vous donnais auparavant. Et il faut savoir qu'en parallèle de la production en macroalgues, on importe également donc une certaine quantité de macroalgues en France. Donc vous avez les pays qui nous vendent en fait cette ressource marine, donc le Chili, les Philippines, la Tanzanie et également donc l'Indonésie, à hauteur, pour l'année 2011, à hauteur de 125 000 tonnes. Également donc une petite part d'exportation de ces macroalgues vers divers pays donc européens comme l'Autriche, l'Espagne, l'Allemagne, mais également donc vers l'Afrique du Sud, ce qui fait donc plus de flux donc entrants que sortants, mais une production française qui est quand même plus basse par rapport donc à la production mondiale en macroalgues, puisque cette production française ne représente que 1% en fait de la production mondiale qui est effectuée donc par les pays asiatiques, qui sont donc pays asiatiques ou les pays de l'Indo-Pacifique, qui eux donc exploitent fortement leurs champs de macroalgues. Alors quand
où va cette production en macroalgues. Donc vous avez ici un schéma qui vous répertorie donc un peu les secteurs où sont acheminées donc les macroalgues récoltées. Donc à hauteur de 75%, ces macroalgues sont acheminées donc vers le secteur de l'agroalimentaire, la chimie et la microbiologie. À hauteur de 24%, ces algues sont utilisées dans le domaine de l'agriculture, des traitements de l'eau, de la santé et du bien-être. Et pour une petite part, 1%, l'algue est utilisée donc comme un légume. Et donc à 1%, l'algue est acheminée donc dans le secteur de l'alimentation humaine en tant que légume. Alors je trouvais intéressant de vous montrer les différentes entreprises qui sont présentes en Bretagne et qui vont donc utiliser ces algues. Alors utiliser ces algues donc en verre. Donc vous avez des exemples d'entreprises qui transforment en fait les algues qui arrivent, soit pour les secteurs de la cosmétique, la thalassothérapie ou autres secteurs. Et vous avez donc également donc sur le pourtour de la Bretagne donc des entreprises qui vont donc produire ces algues. Et en parallèle, vous avez donc des entreprises qui vont faire cette double activité et produire et transformer donc ces macroalgues. Donc on en vient maintenant à ces différents secteurs d'application où on peut donc utiliser ces macroalgues. Et donc j'ai choisi cette image pour vous présenter donc les différents secteurs d'application de ces organismes, les macroalgues. Et donc on va commencer donc par le secteur de l'alimentation et la santé humaine. Alors en effet, les macroalgues sont utilisées donc dans l'alimentation humaine. Donc l'algue devient donc un légume, soit utilisé donc cru, comme vous avez donc ici une salade de Caulerpa racemosa, ou alors l'algue va être bouillie et utilisée donc tel un légume, comme ici ce plat donc constitué à partir d'Isicia fusiformis, donc Sargassum fusiforme que l'on retrouve dans les pays asiatiques et que l'on vend lyophilisé. Ou alors ici un plat donc constitué à partir d'emmental qui ont été donc bouillis et qui sont utilisés tels des haricots verts. Alors voici donc la composition moyenne des macroalgues. Donc c'est une composition moyenne, bien évidemment, avec des fluctuations selon les espèces. Mais en gros, une macroalgue est constituée donc à 53% de sa matière sèche de glucides, donc c'est des sucres, des polysaccharides. Et cette quantité en fait de sucre représente 35% en fait de fibres. Une macroalgue est constituée à 20% de protéines végétales, à 25% de minéraux et de 2% donc de lipides. Ce qui fait qu'en ingérant en fait une macroalgue, donc on a des apports caloriques faibles, puisque faible teneur en lipides, donc aliment de choix, surtout quand on souhaite en fait faire un régime. Alors, de par le monde, donc il existe une 50aine d'espèces qui sont comestibles. Alors, soit elles sont récoltées donc dans des populations donc sauvages, comme ici Caulerpa racemosa ou Ulva, ou alors ces algues vont être cultivées. Donc, vous avez ici donc une filière pour la production donc d'Isicia, donc Sargassum fusiforme, ou alors des champs, comme vous voyez donc ici en Chine, des champs de filets sur lesquels on a fixé donc du monostroma, donc une espèce d'algue verte comestible. Alors nous en France, on a donc 14 espèces d'algues comestibles, dont la liste vous est présentée ici.
Et donc on va récolter donc ces algues soit sur des populations sauvages ou cultivées donc par des algoculteurs. Et donc on va donc soit les ingérer telles quelles ou soit les utiliser donc comme complément alimentaire ou comme additif. Alors le marché de l'épice est très important en France. Donc on va donc utiliser donc l'algue que l'on va réduire donc en paillettes et que l'on va combiner donc avec d'autres produits. Donc vous avez ici du gros sel aux algues, également des courbouillons donc utilisant des macroalgues. Ou alors donc on peut acheter donc ces macroalgues telles quelles que l'on va donc reconstituer donc après addition d'un liquide. Mais le marché de l'algue en tant qu'épice est très important en Bretagne. Alors les algues sont également une source de phycocolloïdes, donc des composés à propriété donc gélifiante, épaississante. Donc là je vous ai mis un schéma donc très simpliste de la paroi cellulaire des macroalgues rouges, des macroalgues brunes, et les macroalgues brunes combinent en fait entre les fibres de cellulose de leur paroi cellulaire donc des phycocolloïdes qui sont donc des alginates constitués donc d'acides manuroniques et guluroniques, alors que chez les algues rouges, les phycocolloïdes que l'on peut extraire à partir donc de la paroi cellulaire, ce sont donc des carragénanes et des agares. Et donc on distinguera les espèces carragénophytes, comme le Chondrus crispus, par exemple ici, le pioca, qui produit donc des carragénanes, et on distinguera donc les espèces agarophytes, donc productrices d'agares, comme ici donc le gélidium, qui est donc récolté au Pays Basque à hauteur de 10% de la production française. Et donc ces phycocolloïdes, on va les retrouver donc dans différentes industries agroalimentaires sous les codes E401 à E405. Et donc on va utiliser donc les alginates comme agents épaississants ou agents texturants que l'on retrouvera donc dans différents produits agroalimentaires tels les confitures, les jus de fruits, les sauces, les potages, les produits laitiers. Et donc on va utiliser donc le pouvoir épaississant des alginates pour constituer donc ces produits. Alors également, on utilise les alginates comme agents clarifiants donc pour la constitution donc de certains vins et certaines bières, et également pour la constitution donc de crème glacée. On ajoute en fait les alginates qui vont avoir la propriété d'éviter en fait la formation de cristaux dans ces crèmes glacées. Et donc on peut acheter donc l'alginate de sodium, je vous mets un exemple ici, donc dans le commerce, pour utiliser donc cet alginate comme agent texturant épaississant. Alors, c'était le cas donc des algues brunes sur la diapo précédente. Qu'en est-il des phycocolloïdes extraits donc des algues rouges? Donc elles également, donc elles sont sources de phycocolloïdes, et certaines espèces donc qui sont donc carragénophytes produisent donc différents types de carragénanes, et je vous ai mis donc ici la propriété donc de 3 carragénanes, juste pour illustrer un peu la propriété de ce type de phycocolloïdes. Donc quand on a une poudre constituée de kappa-carragénane, donc ça va permettre la constitution donc d'un produit qui est très gélifiant. Quand on a du iota-carragénane, ça va permettre la constitution donc de produits flasques et malléables. Alors que quand on a donc du lambda carragénane, ça va permettre donc de stabiliser et d'épaissir le produit dans lequel on a inclus donc ce type de carragénane. Alors il faut savoir que selon les espèces,
il peut y avoir de la variabilité donc intraspécifique dans la production donc de ces carragénanes. Et donc, je vous donne un exemple ici du Chondrus crispus, avec ici le gamétophyte, reconnaissable par ses reflets bleutés. Et donc, le gamétophyte, lui, va produire en fait du kappa et du iota carragénane, alors que le tétrasporophyte, donc l'autre génération donc, du Chondrus crispus, produit du lambda carragénane. Donc, selon ce que l'on va aller récolter donc, pour faire les flancs maison, mais du coup, si on a plus de kappa iota, on aura donc un flanc bien gélifié, alors que si on prend malheureusement en fait beaucoup de tétrasporophytes, ben, le flanc risque de ne pas être d'une consistance intéressante. Bon, je vous rassure, les récoltants ne font pas la différence entre le tétra et le gamétophyte, hein, mais bon, il faut quand même le savoir que c'est une espèce Chondrus crispus qui produit donc différents types de carragénanes. Et donc l'Indonésie est le premier donc, pays producteur de carragénanes au monde. Donc là, c'est un petit clin d'œil aux doctorantes indonésiennes qui sont parmi nous ce soir. Alors, pour finir sur les carragénanes, donc on les retrouve sous l'appellation, enfin sous le code de 407. Donc ensuite, les algues rouges produisent pour certaines espèces donc des agares qui sont donc des phycocolloïdes gélifiants. Et donc en France, donc on exploite les échouages de gélidium qui ont lieu donc au Pays Basque. Et donc on va extraire en fait les agares de cette espèce d'algues rouges. Et donc on va retrouver donc ensuite les agares en fait sous la terminologie agar-agar, donc que l'on peut acheter dans le commerce pour constituer donc des produits lactés gélifiants. Et vous avez une vue en fait d'un jelly cake que l'on retrouve chez nos amis anglais. Alors on n'a pas l'habitude d'ingérer en fait ce type de produit, mais voilà. Outre-Manche, c'est un mets qui est assez panna cotta. Exactement, tout à fait. Alors surtout pour les végétariens qui ne prennent pas en fait de matière animale, donc les agar-agar peuvent être en fait un moyen de contrer en fait l'utilisation de gélatine porcine. Et donc en effet, Nathalie, on peut faire des panna cotta donc à partir d'agar-agar. Merci, tu me détends là. Voilà. Alors, toujours dans ce secteur alimentation et santé humaine, alors il y a un très grand nombre en fait d'articles dans la littérature qui montrent en fait des activités antitumorales des macroalgues. Alors bon, étant donné que j'ai participé à ce travail, je trouve intéressant de vous le montrer. Et donc dans ce travail, on avait donc récolté des algues brunes sur nos côtes bretonnes. Et on avait donc essayé de voir s'il y avait donc une activité antitumorale, donc en testant en fait ces extraits de macroalgues sur différentes lignées tumorales, en collaboration donc avec l'UFR Médecine de l'UBO. Et donc ce travail montre que certains extraits, comme ceci par exemple, empêchent en fait le développement des cellules tumorales. Donc ça en fait donc des modèles intéressants pour la recherche en fait de molécules anti-tumorales. Alors c'est un travail très prospectif hein, puisque c'est des extraits d'algues en fait, donc on connaît pas trop la composition, on sait qu'ils sont enrichis en composés phénoliques, mais voilà. Montrer en fait une activité antitumorale à ces composés phénoliques était donc intéressant, mais voilà, on est loin en fait de développer évidemment donc un produit miracle pour contrer donc la croissance de cellules tumorales. Donc un autre exemple similaire où là c'est pas des composés phénoliques, c'est des polysaccharides donc de type fucane qui ont été donc isolés d'une algue tropicale
et qui là aussi donc montre des activités antitumorales. Mais encore une fois, on est loin d'avoir trouvé en fait le produit miracle. Alors néanmoins, encore une recherche issue en fait de l'UBO, où là, des extraits en fait d'une macroalgue rouge a été testé en fait sur des animaux présentant en fait une leucémie lymphoïde, et c'est issu en fait de ces travaux d'une collaboration entre Éric Deslandes, je ne sais pas s'il est là. Non, il n'est pas là, il n'y a pas de main qui se lève. Et le professeur donc Berthoud du CHU donc de Brest, et ils ont mis en évidence en fait le potentiel thérapeutique d'une molécule extraite d'une algue rouge, donc que vous avez ici, et cette molécule donc s'appelle SC 2310. Donc les collègues de l'UBS sauront de qui on parle, je pense, de par les initiales et la morphologie. Mais bon, chut, c'est secret. Donc il ne faut pas le dire. Donc la molécule SC 2310, donc elle stimulerait donc l'activité de l'anticorps monoclonal thérapeutique dans le traitement de certaines leucémies lymphoïdes. Donc ce travail en fait qui est plus abouti que les deux travaux précédents montre le potentiel intéressant donc de certaines molécules algales dans le traitement de leucémies lymphoïdes. Bon, c'était une petite parenthèse pour vous montrer des travaux bretons. Alors passons donc au secteur de l'alimentation et santé animale. On connaît en fait l'utilisation des microalgues en aquaculture. Donc vous avez ici des cylindres de thé isochrysis qui sont utilisés donc pour l'aquaculture des bivalves. Mais vous avez donc ici également donc l'utilisation de macroalgues pour les élevages donc d'ormeaux, avec ici une cage relevée donc par la société donc France Haliottis qui élève en fait des ormeaux au large de Plouguerneau, et donc entre autres espèces d'algues utilisées donc pour ces élevages d'ormeaux, vous avez donc Palmaria palmata qui est une espèce riche en protéines végétales. Mais les études montrent que il vaut mieux donc nourrir ces ormeaux donc avec un régime alimentaire assez varié, et donc ils utilisent également donc d'autres types d'algues comme les ulves ou des laminaires pour nourrir les ormeaux. Alors également la fabrication donc de farine végétale pour nourrir le bétail. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, la fabrication de tourteaux à base de macroalgues qui sont donc incorporés aux aliments composés. Donc vous avez ici un exemple de granulés constitués donc à partir de macroalgues. Et donc pour imager ce secteur de l'alimentation et santé animale, je trouvais intéressant en fait de vous présenter la gamme AlgoBio, donc qui est développée donc par la société Olmix, qui est donc une société bretonne. Et dans cette gamme AlgoBio, vous avez donc le produit phare qui est donc l'amadéite, qui est constitué donc d'un mélange d'argine très fine auquel on y associe donc des polysaccharides d'algues, donc des sucres d'algues, qui vont avoir donc pour action le piégeage en fait des toxines bactériennes. Et donc l'amadéite permet donc de stimuler donc le système immunitaire en fait des animaux d'élevage, et également donc cette amadéite permet donc d'améliorer la résistance en fait des animaux d'élevage à différentes maladies. Et donc la société donc Olmix, je trouve donc sa démarche intéressante puisque elle valorise en fait les énormes échouages en fait d'algues, de macroalgues sur le littoral breton. Donc elle exploite en fait les champs d'ulves qui s'échouent donc sur la côte, et également donc elle exploite les importants échouages de Soleria cordalis, donc une algue rouge sur les côtes vendéennes. Donc intérêt en fait des macroalgues également donc dans la santé animale. Alors autre secteur, l'agriculture et la santé végétale.
Donc il est très courant quand on parcourt en fait l'estran rocheux de voir en fait des personnes, des privés qui viennent avec leurs brouettes ramasser en fait les algues échouées et ensuite ils vont les étaler donc sur leur champ, donc avec ici une illustration donc d'un champ de poireaux sur lequel on a donc étalé des macroalgues brunes. Et donc les amendements directs sont communs donc ici en Bretagne et donc on va récolter donc des fucales, des laminariales pour en fait enrichir les sols. À côté de ces amendements directs, on peut constituer également des engrais liquides, donc à partir de macroalgues. Alors les Irlandais sont forts en fait dans cette production donc d'engrais liquides à partir de macroalgues brunes. Et donc on va utiliser donc ces engrais donc pour les pulvériser donc et nourrir ainsi donc soit le système racinaire, soit le système foliaire. Et donc vous avez des exemples d'engrais en fait qui sont constitués donc à partir de macroalgues. Alors également donc ici amendement calcaire, dans le cas où on a donc un terrain donc acide, on peut être amené donc à rendre plus neutre en fait la terre en utilisant donc ce type d'algues rouges calcaire, donc le merle. Et vous avez donc ici un exemple en fait de produit constitué donc de merle pour rendre moins acides les terres, pardon, excusez-moi. Alors un exemple en fait d'études menées donc en agriculture. Donc c'est un exemple que j'ai pris comme ça dans la littérature et que je trouve intéressant parce que les chercheurs ont fait des extraits à partir de macroalgues et ensuite ils ont pulvérisé en fait ces extraits sur différentes plantes. Donc vous avez ici des feuilles en fait de tomates qui sont donc infestées donc par Botrytis cinerea qui cause en fait une maladie à ces feuilles de tomates. Et quand on y applique en fait l'extrait en fait éthanolique de Leysonia trabeculata, donc c'est une espèce d'algue brune, alors en fait vous avez donc la maladie qui disparaît. Donc autre exemple ici donc l'effet de l'extrait aqueux de Durvellea donc antarctica, donc encore une espèce d'algue brune qui est donc pulvérisée sur des feuilles qui ont donc des feuilles de tabac qui ont été donc infestées par le virus de la mosaïque du tabac. Et donc ici le petit chiffre traduit la teneur, la concentration en fait de l'extrait de macroalgues et on voit que à forte dose vous avez donc la maladie en fait qui ne se développe pas. Donc vous avez ici une feuille malade et quand on applique en fait un extrait aqueux de Durvellea donc à forte dose, vous voyez donc que la feuille reprend vie et vous avez donc disparition de la maladie. Donc on pourrait en fait constituer des biopesticides à partir en fait de macroalgues et donc on voit encore là un exemple en fait d'application de ces macroalgues qui pourraient être utilisées donc pour constituer des biopesticides. Utilisation des macroalgues en pharmacologie cette fois-ci. Donc ici utilisation donc des alginates comme stabilisateurs donc d'émulsion, également donc comme agent d'enrobage. Donc vous avez donc un principe actif qui est donc enrobé dans une capsule constituée donc à partir d'alginates. Également donc utilisation donc des alginates comme agent de moulage. Et donc vous avez ici un moulage en fait de la mâchoire quand on prend donc une empreinte pour faire une couronne donc chez le dentiste. Donc ce que l'on vous met, c'est en fait une pâte d'alginate qui va prendre donc l'empreinte de votre mâchoire. Alors également ici, l'utilisation de l'agent donc des alginates comme agent épaississant dans les dentifrices. Et donc vous avez ici donc un exemple de dentifrice donc par la marque Velleda qui utilise en fait des alginates
pour constituer donc cette pâte de dentifrice. Donc vous voyez donc le panel de ces, et ce potentiel en fait de ces alginates. Alors également utilisation de produits algaux dans des produits donc pharmaceutiques comme par exemple donc le spasfon qui est constitué donc de fluoroglucinol. Donc le fluoroglucinol, c'est cette molécule que vous avez ici et c'est l'unité de base en fait des composés phénoliques. Et donc on va utiliser donc le spasfon pour contrer en fait les troubles fonctionnels du tube digestif. Alors également nous les femmes on prend souvent donc ce type de médicament pour éviter donc les spasmes et donc il est constitué à partir de fluoroglucinol donc composé phénolique des algues brunes. Alors là j'ouvre une petite parenthèse. Dans le cas en fait de produits pharmaceutiques, on ne va pas en fait exploiter les champs d'algues pour aller donc extraire le fluoroglucinol des macroalgues. Il est synthétisé en fait chimiquement. Donc il a été mis en évidence au préalable au niveau donc des macroalgues brunes. Il a montré donc sur des études de cas une activité donc antispasmique. Et alors l'industrie pharmaceutique, au lieu d'aller exploiter les champs d'algues, elle va donc passer par la synthèse en fait du composé. Et donc ici, c'est un produit synthétique en fait qui constitue donc ce produit pharmaceutique. Alors également utilisation donc d'alginate de sodium pour traiter donc les reflux gastro-œsophagiens. Donc avec ici l'exemple du Gaviscon qui est constitué donc entre autres produits d'alginate de sodium et également donc ici les dragées Fuca qui sont donc laxatifs constitués donc à partir de polysaccharides de fucus, donc des fucanes. Alors autre exemple de produits pharmaceutiques utilisant donc des alginates. Donc vous avez le coalgan donc qui est utilisé pour traiter les saignements de nez et donc le coalgan est constitué donc entre autres produits d'alginate de calcium. Également donc certaines marques comme la marque donc Urgo avec son produit Urgosorb, c'est en fait des pansements qui sont constitués donc à partir de fibres d'alginate que l'on mélange donc avec du carboxyméthylcellulose et donc on va donc utiliser différents types de fibres d'alginate avec des propriétés donc différentes. Donc l'alginate de calcium, alginate de sodium, alginate d'argent, alginate de zinc pour leurs propriétés en fait antimicrobiennes, ces deux derniers alginates. Et donc le but de ces pansements, quand ils sont donc appliqués sur une plaie, c'est de conserver en fait un environnement humide, d'absorber en fait l'exudation donc due à la plaie qui est souvent donc purulente et également donc stimuler la cicatrisation de la plaie. Et donc on utilise donc surtout dans ces produits donc Urgosorb argent donc antimicrobien, on utilise en fait des fibres d'alginate pour arriver donc à une cicatrisation des plaies. Autre utilisation donc des macroalgues comme vermifuges. Donc ça c'est une diapositive que j'avais pris donc d'un diaporama fait par Nathalie. Et donc vous avez donc l'acide alpha-caïnique qui est donc un vermifuge naturel donc qui a été mis en évidence en fait chez cette algue rouge donc Digenea simplex très tôt, vous voyez donc en 1955 par des chercheurs japonais. Et donc actuellement donc vous avez Atlantic Canada Exports qui exploite en fait les champs de Palmaria palmata pour en extraire également donc cet acide alpha-caïnique. Et donc cette molécule va permettre donc la constitution donc de produits vermifuges en Asie, en Amérique du Nord, mais en Europe en fait on n'utilise pas encore ce potentiel de Palmaria palmata donc pour constituer des produits vermifuges. Alors autre produit que l'on retrouve en pharmacologie, donc des crèmes anti-hémorroïdes
constitué donc à partir de carragénane, et vous avez ici le produit donc titanoréine qui est utilisé donc chez les enfants atteints en fait d'hémorroïdes. Également donc utilisation de molécules en fait algales pour éliminer en fait les toxines, également donc pour contrer donc les méfaits de l'obésité et utiliser donc comme coupe-faim. Donc vous avez ici donc différents produits qui sont constitués donc à partir de macroalgues. Et donc dans le cas en fait des coupes-faim, on utilise en fait la propriété des alginates de se gonfler donc en milieu aqueux. Et donc les alginates donc vont permettre en fait un gonflement de l'estomac, ce qui va donner la sensation en fait la sensation d'avoir plus faim en fait, et donc ça va diminuer la sensation donc de faim, et donc on va ainsi donc diminuer les apports caloriques étant donné que cette sensation de faim donc diminue. Utilisation donc des algues en cosmétologie. Donc soit on va utiliser donc les algues comme source d'excipients. Et donc, on va utiliser donc le potentiel gélifiant épaississant en fait des macroalgues. Et donc, on va utiliser donc soit des alginates, soit des carragénanes pour formuler en fait les produits cosmétiques. Mais les algues, à côté d'être une source en fait d'excipients, peuvent être une source en fait d'actifs marins. Et donc, on extrait en fait des macroalgues des molécules donc à activité tonifiante, à activité nettoyante, hydratante, à activité donc photoprotectrice, etc. Et qui sont considérés donc comme des actifs marins. Et on va donc les inclure dans différentes gammes cosmétiques. Alors pour illustrer donc cette partie cosmétique, je trouvais intéressant de vous montrer des travaux dans lesquels j'ai participé, qui sont basés en fait sur de la recherche fondamentale au préalable et qui a conduit donc au développement en fait d'une gamme cosmétique. Donc vous avez ici donc les études d'écophysiologie qui ont montré donc le potentiel de Mastocarpus stellatus, donc le pioca frisé, comme producteur d'osmolytes. Donc les osmolytes, ce sont des molécules qui sont utilisées qui sont produites par les macroalgues pour contrer en fait les méfaits des stress salins. Et donc en cas de stress, de baisse de la salinité ou d'augmentation de la salinité, la macroalgue en fait s'adapte en faisant ce que l'on appelle donc de l'osmorégulation pour contrer en fait les méfaits de ces stress salins, et donc elle va soit synthétiser donc des osmolytes, soit les relarguer donc à l'extérieur selon le type de stress. Et donc on a eu l'idée en fait de travailler sur les osmolytes de Mastocarpus. Alors dans un premier temps dans le cadre de cette recherche fondamentale, mais après on a pu voir que ces osmolytes avaient des propriétés donc hydratantes, et donc on a regarder donc dans un premier temps la variabilité saisonnière dans la production de ces osmolytes. Ensuite, on a essayé de voir quels étaient les solvants qui permettaient donc d'extraire le plus d'osmolytes chez cette espèce d'algue rouge. Donc vous avez le petit tableau ici qui montre que des extraits éthanol-eau permettent une extraction donc intéressante d'osmolytes. Et ensuite, il y a eu donc un dépôt d'un brevet donc européen avec donc comme porteur, comme inventeur donc les responsables en fait de chaque équipe, donc le porteur donc de l'université, le porteur de la société Sciences et Mers, qui a déposé donc un brevet donc européen, et ensuite donc est né un des actifs phares en fait de la société donc Sciences et Mers, qui est donc l'isopeptinoside marin, constitué donc d'un extrait d'algues rouges, de peptides de spiruline, d'eau de mer et d'eau osmosée. Et donc on retrouve en fait cet isopeptinoside dans différents produits de cette gamme Sciences et Mers. Et donc les propriétés
de cet actif, en fait, c'est un agent hydratant qui permet donc la constitution donc, de crèmes de jour hydratantes ou de minceur isotonique. Mais on utilise donc la propriété hydratante de l'extrait d'algues rouges. Bon, c'était un petit exemple pour imager ce secteur de la cosmétologie. Nous arrivons au secteur des biomatériaux, avec l'utilisation de macroalgues pour constituer divers types de biomatériaux. Alors ici, une étude entre l'université, donc l'IUT de Saint-Brieuc, et le centre de transfert, le CEVA. Et ils ont eu l'idée en fait d'utiliser les forts échouages en fait d'ulva pour constituer en fait du papier carton. Et donc vous avez ici un exemple de produit issu de ces recherches entre secteur public, secteur privé. Et ils ont donc utilisé le procédé donc dit de cellulose moulée donc pour fabriquer en fait des godets, des pots pour l'horticulture. Et donc l'intérêt en fait de ce type de produit, c'est que non seulement donc c'est un contenant, mais en se dégradant, puisque c'est du matériel biodégradable, en se dégradant, donc, ce matériau en fait, va relarguer des éléments minéraux, ce qui va donc enrichir la terre, ce qui est donc un produit donc, assez intéressant donc, pour l'agriculture, l'horticulture. Et donc, ils ont estimé donc, les rendements. Donc, ils ont estimé que à partir de 10 000 tonnes en fait, de matière fraîche d'ulva, ils peuvent en fait constituer 1000 tonnes de papier carton par an, ce qui est donc assez intéressant et c'est une voie en fait de valorisation en fait de ces importants échouages d'ulves sur nos côtes bretonnes. Alors également, ils ont constitué donc des supports de culture végétale qui sont donc biodégradables. Donc là aussi, un intérêt en fait pour ce type de matériaux, puisque quand ça se dégrade, ça ne va pas polluer en fait l'environnement. Et donc ils ont réussi donc à constituer des supports de culture végétale à partir en fait d'ulva. Et donc cela montre en fait des moyens de valoriser en fait ces forts échouages d'ulves sur nos côtes. Alors je pouvais ne pas parler, en parlant de biomatériaux, donc je ne pouvais ne pas aborder cette société donc Algopac qui fabrique en fait une matière rigide fabriquée donc à partir en fait de déchets industriels d'algues brunes. Et donc c'est une société qui a le vent en poupe actuellement puisqu'elle fabrique des bioplastiques, donc des plastiques biodégradables à partir de macroalgues. Et donc vous avez ici la première paire en fait de lunettes à base d'algues. Donc c'est une première en fait mondiale de constituer en fait ce type de produit, donc des lunettes à partir d'algues. Également, vous avez donc ici un étui donc de carte bancaire qui est donc distribué par le Crédit Agricole, qui a dû sponsoriser, je pense, les études. Et puis ici donc vous avez ces différents plastiques en fait qui sont donc constitués à partir de ces algues brunes. Et puis donc le plus de ces bioplastiques, c'est que ils sont biodégradables, donc ils ne vont pas polluer l'environnement, comme c'est le cas donc actuellement des plastiques issus donc de l'industrie chimique et que l'on constitue à partir de produits pétroliers. J'en arrive au secteur des bioénergies. Alors on connaît l'utilisation des microalgues. Donc ça c'est des champs donc de microalgues qui sont visibles aux États-Unis, à Hawaï ou autres pays donc qui cultivent en fait les microalgues pour constituer donc des biocarburants, donc soit du gazole, soit du kérosène. Et donc vous avez ici donc l'Algaeus. Donc c'est la première voiture donc au carburant algal qui est donc homologuée aux USA. Mais ce biocarburant donc est issu de microalgues. Donc ça c'est connu, donc l'utilisation des microalgues pour constituer des biocarburants. Mais également on peut constituer donc des biocarburants à partir de macroalgues.
Donc vous avez ici cet article qui a été publié donc dans la revue Science donc en janvier 2012 et qui montre en fait l'intérêt des macroalgues brunes dans la constitution donc des biocarburants. Et donc intérêt donc des macroalgues brunes, mais également donc intérêt de certaines espèces de macroalgues rouges pour comme en fait ressources marines permettant donc la constitution de biocarburants. Et donc comment se passe en fait cette production de biocarburants? Donc ils extraient les polysaccharides des macroalgues et ils vont utiliser en fait des bactéries pour transformer en fait ces sucres en bioéthanol, ce qui en fait donc des biocarburants donc issus de matériel végétal. L'industrie textile utilise également des molécules issues donc des macroalgues. Donc vous avez ici toutes les applications des alginates comme épaississant donc pour les pâtes d'impression, également donc stabilisateur donc des teintures, agent d'imperméabilisation, agent plastifiant donc et filmogène, et également donc dans l'industrie du papier, on va utiliser en fait ces alginates pour agglomérer les fibres, et également donc comme agent épaississant et stabilisant donc dans les colles, ou également donc ces alginates comme agents donc de maintien des pigments en suspension. Et donc vous avez donc des exemples de types d'alginates. Donc l'alginate de sodium utilisé comme stabilisateur de teinture, alginate de calcium en solution donc ammoniacale qui est donc un bon agent plastifiant. Alors également l'utilisation des carragénanes pour maintenir en fait les teintures sur les kimonos au Japon. Donc on voit l'utilisation de ces phycocolloïdes dans ce secteur donc de l'industrie textile et la papeterie. Alors la recherche anti-fouling est intéressée donc également par les molécules algales et donc le LBCM est un laboratoire qui travaille beaucoup dans ce secteur du fouling. Alors le fouling en fait c'est un épisode en fait qui impacte notre quotidien. Donc vous avez la plaque dentaire qui est donc du fouling. Donc dans notre cavité buccale, on a donc si on se brosse pas bien les dents une pellicule, donc la plaque dentaire, qui apparaît donc sur les dents, et donc c'est du fouling donc dans la cavité buccale. Également en aquaculture, il est impacté donc par le fouling, et donc vous avez ici un exemple de filière que l'on vient de remonter péniblement, puisque alourdi donc par le fouling. Et donc vous avez ici une filière de moule tropicale impactée donc par le fouling. Donc également le secteur de la navigation, le secteur agroalimentaire, où vous avez donc un encrassement en fait des tuyaux par où passent en fait les produits agroalimentaires. Bon là une salle de bain, voilà, d'étudiants, on va dire, mais non, pardon. Donc une salle de bain donc où vous avez donc du fouling. Donc c'est du fouling et également donc dans le domaine de l'observation, donc en milieu marin. Donc ils sont confrontés donc par le fouling, ce qui gêne en fait la capture des données que l'on souhaite obtenir. Et donc vous avez donc plusieurs laboratoires qui vont travailler pour tenter en fait de trouver des molécules anti-fouling. Donc vous avez le LBCM de l'UBS, vous avez donc Ifremer Brest, également un laboratoire à Toulon qui travaille donc dans cette recherche anti-fouling. Alors j'ai été amenée donc à un moment donné à isoler en fait des molécules d'algues à propriétés donc anti-microfouling. Donc vous avez donc ici un ester du cholestérol issu d'une algue rouge et ici donc des glycolipides issus donc d'algues brunes. Mais cette diapositive, c'est juste pour vous montrer qu'on peut extraire en fait des molécules anti-fouling en fait de macroalgues, mais c'est une démarche qui est assez longue
pour arriver donc à isoler et surtout donc identifier donc ces molécules antifouling. Et alors, ce qui est intéressant avec le LBCM, c'est qu'il passe donc à une autre échelle par rapport à ce que j'ai pu mener moi comme étude, c'est qu'ils incluent ensuite donc les extraits de macroalgues que vous avez donc ici dans des peintures anti-fouling. Et ensuite, ils vont badigeonner donc des panneaux qui mettent en mer et ils voient donc réellement l'impact de l'extrait algal et l'activité en fait de ces molécules algales dans la peinture anti-fouling. Donc là, vous avez donc ici un panneau qui a été donc peint donc à l'aide d'une peinture qui utilise donc l'extrait de macroalgues de Sargassum uticum et du cuivre. Et vous voyez que le panneau donc est presque pas colonisé. Et donc ils avaient isolé donc la molécule à l'origine de cette activité antifouling qui est donc l'acide palmitique extrait de Sargassum uticum. Donc on voit l'intérêt en fait des composés lipidiques dans cette recherche de molécules antifouling. Passons donc au domaine de l'assainissement. Donc on utilise dans ce domaine-là donc le pouvoir épurateur en fait des macroalgues. Donc on utilise les macroalgues dans les systèmes d'aquaculture multitrophique où on va donc élever des poissons. En arrière, donc on élève des filières de mollusques qui vont donc filtrer les déchets, en fait les fécesses des poissons. Et ensuite, on va donc cultiver donc des algues qui vont donc épurer le milieu. Donc c'est ce qu'on appelle l'aquaculture multitrophique qui est très répandue outre-Atlantique chez nos collègues canadiens. Et donc on utilise dans ces systèmes-là la propriété donc détoxifiante des macroalgues qui sont capables de chélater les métaux. Et on va utiliser donc la capacité donc des macroalgues à filtrer l'eau de mer en concentrant donc ces constituants. Donc également utilisation des macroalgues dans le traitement des eaux. Donc les alginates issus donc des macroalgues brunes sont utilisés comme agents flocculants dans certaines stations d'épuration. Et ces alginates ont aussi donc la propriété d'éliminer les matières en suspension et donc vont décolorer en fait les eaux qui à l'origine sont assez colorées, donc marron, mais qui après des bassins en fait d'alginates, l'eau devient limpide par la propriété donc des alginates à éliminer donc les matières en suspension. Donc également rôle de détoxification donc des macroalgues dans le secteur de la thalassothérapie où on va donc créer des enveloppements ou des masques qui sont donc détoxifiants. Et là aussi, donc, on utilise la capacité en fait des molécules macroalgales donc à chélater en fait les métaux. Alors j'arrive vers la fin, vous voyez si vous suivez mon petit schéma. Donc utilisation des macroalgues en tant que conservateurs. Donc une part importante de marché, mais on n'y pense pas souvent, c'est l'utilisation donc des macroalgues pour constituer donc les étals en poissonnerie ou alors pour transporter donc des fruits de mer. Et donc une petite anecdote, on a donc une espèce donc, qui est donc Ascophyllum nodosum qui a été introduite aux États-Unis parce qu'elle servait en fait de conservateur aux fruits de mer. Et donc quand les fruits de mer arrivent, donc on jette les macroalgues sans s'en soucier. Et donc cette importation en fait de fruits de mer est responsable en fait de l'introduction d'espèces. Et donc maintenant, il y a tout un contrôle sanitaire qui est fait donc pour l'animal qui voyage, mais également donc pour son conservateur, donc la macroalgue. Et donc on utilise donc ces macroalgues en tant que conservateurs. Et puis enfin, donc les macroalgues donc sont une source d'inspiration infinie. Donc on utilise en fait des épisodes en fait de la vie du goémonier donc pour peindre en fait des scènes. Donc comme ici ce goémonier donc qui récolte les macroalgues donc à cheval,
ou alors on va utiliser donc des algues pour constituer des tableaux. Donc c'est un tableau que j'avais vu donc lors d'une exposition donc au Japon. Et donc il est constitué donc de macroalgues que vous voyez donc un peu ici. Également donc l'utilisation d'algues pour la fabrication de timbres, ou l'utilisation donc du terme algue pour des grandes marques comme ici les coiffeurs Saint-Algue, ou alors l'utilisation donc de l'algue en tant que logo. Et donc vous avez ici la société donc Oalen, située donc à Plouguerneau, donc en Finistère Nord, qui utilise en fait l'algue. Alors c'est censé être un chondrus. Bon, ça ressemble pas trop, mais bon, c'est une algue, saltwater, donc flower. Et donc ici, j'ai souhaité donc mettre la maison de l'algue qui se situe à la Nildut, pour ceux qui ne savent pas, et dans laquelle il y a de nombreuses expositions donc dédiées aux macroalgues. Et donc j'espère vous avoir montré que les macroalgues donc sont une source infinie en fait d'applications, souvent issues en fait de recherches entre le secteur public et le secteur privé, et elles n'ont pas encore fini de nous éblouir, puisque elles sont donc tellement diversifiées, ces macroalgues. Elles développent tellement en fait de mécanismes d'adaptation qu'elles sont en fait un réservoir encore peu exploré de substances bioactives qui sont donc potentiellement valorisables. Donc je vous remercie pour votre attention.